Salut la team, j'ai vu le premier épisode de la saison 2 de The White Lotus et ça me laisse sur une grosse question. Qui est dans le sac mortuaire au tout début de l'épisode? Et si on essayait quelques théories? Et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 11 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La saison 2 de The White Lotus a débuté avec l'épisode 1 et comme dans la première saison, cela nous laisse directement dans une enquête personnelle pour savoir qui est mort dans cette seconde saison. Bien que nous soyons sûrs que cette question trouvera une réponse avec le mélange habituel d'humour noir et de bizarrerie de la série dans les semaines à venir, nous sommes évidemment également très intéressés par l'aspect mystérieux de cette nouvelle saison. Alors, quels personnages les autorités locales ont-elles emporté dans le sac mortuaire sur la plage ensoleillée sicilienne du White Lotus? Avec une toute nouvelle distribution de personnages parmi lesquels choisir, la réponse qu'on attend se transformera en plusieurs autres questions et tout cela changera d'épisode en épisode. Après le premier épisode, quel corps a été retrouvé flottant dans la mer Ionienne? Nous avons un nouveau groupe intrigant de visiteurs, des habitants siciliens et du personnel de White Lotus cette année qui rejoindront les survivants de la saison 1 d'Hawaï, Tanya et Greg. Alors, essayons de théoriser qui profitera de son séjour d'une semaine au complexe et qui est le plus susceptible d'avoir rencontré une mort prématurée dans la série de Mike White qui depuis la saison 1 a été récompensé aux Emmy Awards. Alors, première question, est-ce quelqu'un des deux couples? Parmi les invités accueillis sur le quai avec des flûtes de Prosecco gratuites se trouve Harper Spiller. Peut-être qu'une semaine au White Lotus est exactement ce dont elle a besoin pour oublier son travail d'avocate en droit du travail représentant les victimes de harcèlement sexuel, de discrimination et de licenciement abusif. Elle voyage avec son mari, Ethan Spiller, qui semble avoir gagné une bonne somme d'argent dans le domaine de la technologie et s'est directement imposé comme le plus décontracté des deux. Il passe la majeure partie de l'épisode à se porter garant de son ancien colocataire et ami de l'université, Cameron Sullivan, un riche entrepreneur technologique qui a invité les Spiller à se joindre à lui et à sa femme Daphne au White Lotus. Il y a définitivement des tensions entre les deux couples depuis le début. Harper et Cameron sont partis du mauvais pied, mais Cameron ne semble pas l'avoir remarqué. Son style charmant mais passif-agressif ne va pas bien avec Harper, qui le voit comme quelqu'un de stupide, riche, avec une surabondance de confiance en soi. Pour être franc avec vous, elle pense qu'il est un gros connard et n'a pas peur de partager son opinion avec son mari. Dans le temps limité où nous avons appris à connaître Cameron, elle pourrait être sur quelque chose. Outre son attitude dédaigneuse envers son travail juridique, le fait qu'il se déshabille et s'expose presque devant elle, avec le miroir de la salle de bain, peut nous laisser sur quelques questions sur lui, car, vu la taille de la chambre, il aurait pu très bien soit se poser ailleurs, soit aller dans sa chambre. Cela apparaît à la fois comme grossièrement narcissique et peut-être manifestement inconscient. Quelque chose ne va certainement pas avec Cameron, mais a-t-il fait quelque chose d'assez grave pour se retrouver dans le sac mortuaire? Finalement, la seule de ces quatre que nous pouvons définitivement exclure est sa femme Daphne, car celle qui a nagé et trouvé directement le corps flottant est retournée au début de l'épisode. Mais déjà à la fin de l'épisode, la question que je me pose est pourquoi se retrouve-t-elle seule à la plage alors que tout le reste de l'épisode, le couple et même les deux couples sont carrément tout le temps ensemble, donc je peux comprendre que les deux couples se soient séparés car il y avait des tensions évidentes, mais le couple lui-même, je ne vois pas. Et si tu as une idée, fais-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, il y a 3 générations d'hommes dits Grasso, Bert, Dominique et le plus jeune Albi. Le trio d'hommes californiens séjourne au White Lotus pour visiter Testa Dlaqua, la ville natale des parents siciliens de Bert. Mis à part quelques flatulences occasionnelles et très marrantes, Bert est un charmeur qui flirte rapidement avec pratiquement toutes les femmes qu'il rencontre. Il est franc et a une sorte de joie de vivre que l'on pourrait trouver chez un gentleman d'un âge avancé. Son fils, Dominique, est d'âge moyen et n'est que trop familier avec les bouffonneries de son père. Il a l'air d'être vraiment important à Hollywood et vient de finir une relation tumultueuse avec son ex-femme exaspérée aux États-Unis et est plus que disposé à trouver une compagnie locale avec des escortes locales du coin.
Lucia et Mia par exemple. Son fils, Albie, est souvent pris au milieu entre papa et grand-père tout en servant également de babysitter, chaperon on va dire, à ce dernier. Il y a quelques questions auxquelles il faut répondre au sujet des Di Grasso. Les manières de faire de Berthe auraient-elles pu lui causer des ennuis avec un autre prétendant ou un mari jaloux? Peut-être que la relation de Dominique avec l'une des call girls locales ne se passe pas bien, mais de là à finir dans un sac mortuaire, bref, tout est très ouvert pour le moment, donc nous verrons par la suite. De retour pour un autre séjour dans leur complexe préféré The White Lotus, Tanya et Greg Hunt sont à la recherche d'une escapade romantique, mais les choses commencent très mal. Tout d'abord, une fille ne peut-elle pas manger un macaron, ou 3, ou 5, ou 12, sans avoir de problème? Jusqu'à présent, Greg est de mauvaise humeur alors qu'il semble saoulé d'à peu près tout ce que fait sa femme Tanya, y compris amener son assistante dans un voyage pseudo-romantique, Portia, avec qui il a immédiatement un problème, sans parler de son problème avec les macarons, une nouvelle fois. Le traitement qu'elle a payé semble avoir guéri la maladie en phase terminale de Greg, mais même les personnes les plus gentilles et les plus sensibles ont un point de rupture. Tanya n'a sûrement pas de remords, mais peut-être qu'elle veut envoyer son mari de mauvaise humeur dans un sac mortuaire. Ou pire encore, se débarrasser de son assistante embêtante, mais qu'elle a quand même emmenée, qui, malgré l'ordre de rester dans sa chambre pendant la semaine et de ne pas ruiner l'évasion romantique, ne cesse d'apparaître partout pour poursuivre une relation amoureuse probable avec Albie. Si la première saison nous a appris quelque chose, c'est que, d'une manière ou d'une autre, le personnel de White Lotus est toujours aussi impliqué dans le scénario que ses invités. Cette fois-ci, la directrice de la station, Valentina, est une femme qui dirige un navire peu impliqué et qui ne se laisse pas faire. L'assistant, Rocco, est son pauvre subalterne qui subit le plus gros de la colère de Valentina. Nous n'obtenons pas beaucoup d'informations personnelles sur le personnel dans l'épisode 1, mais elle ne peut pas se retrouver dans le sac vu qu'elle arrive à la plage au tout début de l'épisode. Par contre, le pianiste, qui est très chelou, lui, il faut le surveiller car il va lui arriver une couille, c'est sûr. Après, si on regarde plus précisément la taille du corps, la taille du sac, etc., comme nous l'avons dit au début, les choses ne font que commencer et la situation est pour le moment toujours assez fluide. Chaque personnage va avoir des moments pour nous prouver son statut de possible corps dans le sac mortuaire et à un moment donné, mais après leur conversation au déjeuner et les événements qui ont suivi en face de la salle de bain, Cameron de Theo James a toutes les qualités auxquelles vous pourriez vous attendre pour faire une connerie et déclencher quelqu'un ou quelque chose qui lui vaudra une place dans ce fameux sac. Opiniâtre, passif, agressif et narcissique, il s'est établi comme le probable corps dans le sac et c'est une bonne piste dès le départ. Reste à savoir s'il n'est pas tout simplement en train de faire son sac dans sa chambre au moment du début de l'épisode. Cependant, rappelez-vous, au début de l'épisode, la directrice de l'hôtel Valentina apprend qu'il y a quelques corps récemment retrouvés dans le complexe. Cela ferait des autres membres du groupe de Daphné, Cameron, Ethan et Harper les victimes potentielles les plus immédiates et les plus probables, bien que n'importe quel personnage soit encore dans le jeu. Comme je disais plus tôt, Daphné est toujours avec quelqu'un d'autre quand on la voit dans l'épisode 1, mais dans la scène d'introduction, elle est seule et apparemment satisfaite de la façon dont ses vacances se sont déroulées. L'absence des autres, en particulier de son mari Cameron, suggère que lui, Ethan et Harper pourraient tous être finalement les victimes de l'histoire. Le quatuor semblerait certainement avoir des raisons d'en venir aux mains, Harper étant très méfiante à l'égard de Cameron et une nette divergence dans les visions du monde des deux couples. Qu'elle soit la tueuse ou qu'elle cherche à dissimuler les crimes des autres, Daphné aurait pu intentionnellement trouver le corps à la dérive. Un élément clé pourrait être la fascination décrite par Daphné pour l'émission télévisée Deadline, en particulier les histoires vraies de meurtres de conjoints. Cela pourrait créer un twist assez ironique où cette fascination pourrait se transformer et voir Daphné comme étant elle-même un tel acte. Sa véritable connaissance du crime pourrait également lui donner l'idée d'engager une conversation joyeuse avec des inconnus dans la scène d'ouverture afin d'éviter les soupçons et de se créer un probable alibi. Malgré le peu de choses que nous savons sur Daphné, elle pourrait être la clé de l'histoire du crime de la saison 2.
Ou, d'un autre côté, il y a de bonnes raisons de soupçonner que la découverte du corps par Daphné pourrait être qu'une simple coïncidence. Son bonheur et son horreur ultérieure dans la scène semblent tous deux assez authentiques, loin du comportement de quelqu'un qui vient de vivre un événement traumatisant. On ne sait pas non plus pourquoi Daphné prendrait le risque de découvrir un corps dont elle s'est elle-même débarrassée. La scène d'ouverture pourrait donc être un faux fuyant pour amener le public à soupçonner Daphné ou quelqu'un d'autre de son groupe. Si l'intrigue se développe comme dans la saison 1, Daphné pourrait finir par être la seule innocente de la saison 2. Voilà, je pense que j'ai assez théorisé sur qui pourrait être dans le sac mortuaire de la saison 2 de The White Lotus. Toi, si tu as vu l'épisode, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car on pourrait peut-être mener l'enquête ensemble. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager et à la liker. Merci d'avance, et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista, et ciao bella.